Salut à tous, ici Zaroid et aujourd'hui c'est Soon qui fait un arrêt au stand pour revenir sur sa saison Overwatch, sur ses projets et puis aussi nous parler de l'équipe de France dont il est l'un des leaders pour ne pas dire plus cette année. Soon a réussi sa première saison en Overwatch League, la concurrence, le niveau et le rythme de la compétition l'ont tiré vers le haut. En Overwatch League, il ne suffit pas d'avoir du talent pour réussir. Alors comment en est-il arrivé là ? Comment a-t-il fait évoluer son jeu, son comportement ou encore sa communication pour répondre aux exigences de l'Overwatch League ? Soon, en toute liberté, c'est pour vous. Et comme j'ai passé beaucoup de temps avec lui et que je ne veux pas justement abuser de votre temps, j'ai préféré couper l'interview en deux. Aujourd'hui donc, la première partie, une première partie consacrée principalement à Soon et à l'équipe de France. Salut Soon, ça me fait très plaisir de te retrouver. Ça n'a pas été simple de mettre en place cette interview, mais enfin, on y arrive. Alors, bienvenue à toi sur ma petite chaîne. Salut à toi Zaroid et merci de passer un peu ton temps avec moi. Tu rigoles ou quoi ? C'est un honneur pour moi de te recevoir, ça me fait toujours super plaisir. Quand on avait discuté la dernière fois, je crois que c'était au mois de décembre, donc ça commence à dater. Il s'en est passé des choses de ton côté. Alors, tu es actuellement à Los Angeles, là, si je dis pas de bêtises. C'est ça, je suis de retour à Los Angeles pour les All-Stars et après je retournerai en France pour le practice avec la Team France. T'as quand même eu le temps de revenir entre la fin des playoffs Overwatch League et là, le moment où t'es retourné, ce moment-là où t'es là tout de suite à Los Angeles, t'as pu refaire une petite pause en France ou pas ? Ouais, j'ai passé un bon 3 semaines en France pour voir un peu tout le monde, la famille, les amis. Ça fait beaucoup de bien, mais je fais pas mal de voyages maintenant. T'as été où récemment ? Je dis en gros pas mal de voyages, c'est dire que je pars en France, je reviens aux US, je repars en France, après je reviens aux US, pas mal de déplacements. Ouais, t'enchaînes les allers-retours, mais t'as pu quand même souffler un peu, faire une petite pause, prendre des vacances ? Moi de base, je joue toujours un minimum de 2 à 3 heures, voire 4 si possible, pour regarder le niveau. Après les All-Stars c'est plus du chômage, mais aussi pour la World Cup, donc faut pas perdre de niveau. Moi je suis dans l'optique que dès que tu fais pas beaucoup de practice tous les jours en compétitive, tu régresses en niveau, surtout au niveau DPS. Un peu support, mais après tank un peu moins quand même. Après sinon oui, à part je suis pas mal détendu et je me suis amusé avec ma famille quand on a fait, par exemple on a fait du escape game. Je trouve ça vraiment sympa pour ceux qui connaissent. T'as réussi à sortir de la pièce ou pas à la fin ou t'es resté enfermé ? En gros j'en ai fait 3 et non, pas réussi les 3. Après les 3 c'était des niveaux intermédiaires, il y avait ça dépendait entre 40 et 50% de chances de réussite. Donc, ça va pour une première, ça va. T'es satisfait ? Pas satisfait, j'aurais bien voulu gagner quand même, sortir à temps. Mais... Ça m'étonne. Et ouais, il y avait certains moments, ça jouait à rien, c'était chaque fois on a problème avec le cadenas là, chiant. La dernière qui bloque à chaque fois. C'est intéressant ce que tu disais, je vais rebondir sur le fait que tu t'arrêtes finalement jamais de jouer. Tu joues tous les jours, au moins 3-4 heures, tu le dis, c'est super important pour garder le niveau. Mais imaginons pendant une semaine, tu peux pas jouer. Je sais pas, t'as une douleur, t'es blessé ou quoi. Enfin voilà, tout simplement, tu ne peux pas jouer. Il se passe quoi ? Tu mets combien de temps à récupérer ton niveau ? Quand t'es joueur pro et que t'as beaucoup joué et que t'es à un très bon niveau, que t'as scrim tous les jours contre les meilleures équipes, quand t'arrêtes de jouer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, plus tu joues de moins en moins, plus c'est dangereux parce que tu perds le niveau et t'as du mal à remonter. Et en plus, mentalement parlant, c'est très dur. Dire putain, avant j'étais bon, maintenant je suis nul et tout. Et du coup, tu rejoues énormément. Le truc, c'est quand tu joues énormément à un jeu et que tu te forces parce que les joueurs pro Overwatch, ils jouent tous les jours au jeu. Donc forcément, la plupart du temps, tu te réjouis pas de jouer à Overwatch, par exemple. T'es là... c'est un peu chiant à force de jouer tous les jours pendant des années. Et donc, si le mec, il se dit, putain, je suis nul, il faut que je rattrape mon niveau, mon retard, le mec, il va jouer énormément, il va faire 10 heures par jour. Et c'est le pire moment, c'est de faire ça parce que si tu joues énormément et déjà que t'as pas trop envie de jouer, tu vas faire un espèce de burn-out. Ça est un peu arrivé un peu à beaucoup de joueurs pros, notamment Temu. Et en faisant un burn-out, voilà, tu t'arrêtes de jouer encore et c'est un cercle sans fin. T'as pas fini la saison sur les rotules ? T'étais pas épuisé justement par le rythme marathon de l'Overwatch League ? Si, forcément, t'es épuisé, mais voilà, c'est comme ça. Si tu veux garder le niveau, t'es obligé de jouer tous les jours. Après, bon, on va pas se cacher, genre 3 heures, c'est très bien par jour et ça prend pas non plus toute ta journée, quoi. Après 3 heures, ça va, c'est pas ouf. Et tu prends toujours autant de plaisir à jouer à Overwatch ou il y a vraiment des moments où tu te dis bon j'ai pas le choix, faut que j'y aille, c'est le boulot, c'est comme ça ? Ça dépend des jours. Des jours,
Je suis content de jouer. Il y a des jours, pas trop envie, mais tu joues quand même. Mais bon, comme c'est 3 heures, ça passe. C'est pas trop chiant non plus. Ça dépend si le programme c'est full partie classée ou du bon scrim, quoi. Aussi, ouais, du scrim, c'est beaucoup plus intéressant et la partie classée. Le problème, c'est que le jeu, je trouve qu'il y a énormément de choses à faire encore sur le jeu, notamment au niveau de l'équilibrage. Par exemple, tu fais des games. J'ai vu en Europe, ils jouent beaucoup de DPS, donc en Europe, t'as beaucoup plus de DPS que des supports et tanks. Je trouve qu'en NA, notamment les serveurs West, t'as beaucoup plus de support que de DPS et du coup, tu te retrouves des fois avec trois Mercy Main dans ton équipe, voire 4. Et du coup, par exemple, l'équilibrage, c'est un des problèmes. Après, t'as le fait que les mecs spamment du GOT. Pour ceux qui connaissent pas le GOT, c'est du 3 supports avec Brig et 3 tanks. Et cette compo-là, elle est quasiment chiante à counter parce que la plupart des gens, ils sont pas niveau pro, ils ne savent pas comment counter cette compo. Et même à niveau pro, c'est très difficile de counter cette compo. Et du coup, les gens spamment cette compo et tu prends aucun plaisir, en fait. Tu vois un tas de tanks qui tapent dans le vide au milieu et c'est ça le problème, c'est que il y a tellement de choses à faire pour rendre le jeu meilleur, mais pendant ce temps-là, en tant que joueur pro, t'attends et c'est un peu frustrant de devoir jouer des tanks et de devoir courir tout droit en prenant un peu moins de plaisir parce que le plaisir, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple jouer Zen et de faire un très beau place avec ton clic gauche et tes clics droits, ou de jouer Widow et de mettre plein de têtes, ou de jouer Tracer de dash partout et de mettre des belles bombes. Que là maintenant, tu prends pas ce plaisir-là parce que tu ne joues plus les DPS si tu veux counter cette compo et du coup tu joues tank et tu spammes juste ce qu'il y a devant toi et c'est beaucoup moins amusant. Ouais, mais même pour t'entraîner, ça doit être problématique parce que si t'as décidé de travailler un pic en particulier, tu peux pas parce que t'es obligé de t'adapter à ces fameuses compositions 3-3. Ouais, en joueur pro, t'es obligé de t'adapter et du coup, comme la méta, surtout en EU, on l'a vu en Contender, c'est énormément de 3-3. T'es obligé de practice en général Brig, Zarya, Diva, donc pas le choix, quoi. C'est comme ça. Ouais, pas le plus enrichissant, pas le plus amusant non plus, on imagine. Alors on va aborder un sujet qui est plus amusant, qui va, je pense, te redonner le sourire, Soon, parce qu'avec toi, j'ai envie de commencer par parler de l'équipe de France. L'équipe de France, d'abord parce que c'est ton actualité. Hein, vous avez commencé récemment les entraînements, je crois que c'était début août ou mi-août avec le 6. Les qualifs de la Coupe du Monde vont venir vite, du 21 au 23 septembre. Voilà, c'est quoi tes premiers feelings par rapport à l'équipe de France? Est-ce que tu as de bonnes ondes? Donne-nous des raisons d'y croire. Oh là, des raisons d'y croire. Je suis pas parti par ce point-là parce que, déjà les qualifs, c'est pas quelque chose de plus important parce qu'on est quasi sûr de passer. On sous-estime pas les équipes parce qu'on les a scrim mais elles sont plutôt fortes. Le truc, c'est que le planning est vraiment très serré. On a moi et Poco All-Star, donc là, pendant moins d'une semaine, on est en repose. On a pas mal de problèmes par-ci par-là, et du coup, c'est compliqué. Par exemple, on n'est pas dans les meilleures conditions. Enfin, quand t'es joueur pro et que t'as passé quasiment une année sur un 240 Hz, 300 FPS, avec du ping à 1 ms surtout en match, et que là t'arrives en France, t'es sur 144, t'as pas forcément un gros PC, que c'est galère à jouer, t'as pas un gros ping non plus, t'as des petits problèmes de code, il y a plein de petits soucis comme ça qui font que c'est chiant à practice, surtout que maintenant on voit que énormément d'équipes EU, et donc la majorité des équipes EU au qualif jouent de la 3-3. En ce moment, on est plus sur une phase de scouting. On essaie de savoir s'il y a un moyen de contrer une compo comme ça, de 3-3. Et après le Soulstar, on va se mettre à fond, on va se mettre à 100% sur la World Cup, sur les qualifs, parce que mine de rien, il faut quand même passer. On va pas y aller sur la coulée douce. C'est que le plus important, c'est BlizzCon, mais voilà. On va créer un beau jeu pour les qualifs. Voilà, je pense que tout le monde est bon dans l'équipe et je pense que je suis confiant. On a Ben Best qui est un très bon tank. On a Poco qui est un très bon off-tank. On a Inco, on a Wins, on a Akem, on a Nico, on a tout ce qu'il faut. Je vois pas le point faible de l'équipe pour l'instant. On a juste à travailler toutes les habitudes d'équipe, tout ce qui est communication, synergie. Et normalement, ça devrait aller. Là, pour l'instant, vous êtes plus dans une phase de théorie, presque de théorie crafting, sur justement quel compo on va jouer, sur quelle map, comment contrer telle composition, etc., etc. Plutôt vraiment que dans une phase de pratique où vous scrimez 6 heures par jour. Ouais, parce que y en a qui sont plus ou moins FK. Par exemple, moi et Poco, on est beaucoup FK pour les All-Stars. Il y en a qui ont des interviews à faire. Il y en a qui ont pas un bon PC. Je parle notamment à Poco qui ne pouvait pas jouer parce que il avait pas un très bon PC. Il jouait avec 30 FPS. Donc là, ouais, on était beaucoup sur une phase de scouting et savoir qu'est-ce qui se passe sur la méta en ce moment, qu'est-ce qu'on peut jouer, qu'est-ce qu'il va falloir travailler, etc. Et alors, pour qu'une équipe fonctionne, c'est quoi les ingrédients nécessaires?
C'est pas d'être le meilleur. Je pense que ça l'a prouvé à Group Stage de la Corée. On a vu la Corée failli perdre contre la Finlande. Ouais, ce que je pense, une bonne équipe, c'est pas du coup une équipe qui est forte mécaniquement, c'est une équipe qui se font confiance l'un à l'autre, qui ne blâme pas ses teammates, qui donne les erreurs des autres et reçoit ses erreurs et travaille dessus, argumente, discute sur toutes ces erreurs pour progresser. Et surtout, c'est bien communiquer parce que j'ai appris qu'il faut bien communiquer, voilà, et avoir une très bonne vision de jeu parce que les joueurs intelligents, c'est ce qu'il faut sur Overwatch. Si t'es un joueur intelligent, tu sauras toujours t'adapter et tu sauras toujours contrer les meilleurs joueurs. Ouais, tu rejoins Nko là un petit peu qui disait que c'est vraiment le collectif qui prime sur l'individualité, que finalement on atteint son skill cap assez rapidement sur Overwatch et que la clé c'est vraiment de jouer en équipe, quoi, de faire bloc, notamment in-game mais aussi hors-game, tu le dis, où il faut échanger. Est-ce que ça c'est pas aussi le rôle du coach là par exemple? Quel est le rôle de Damon pour que la mayonnaise prenne? Moi, je trouve que le rôle de Damon, c'est plus voir les erreurs teamplay individuelles et de les souligner et de discuter avec ça. Par exemple, est-ce que ça serait pas mieux que tu fasses telle chose au lieu de faire ça? Après, le joueur, il va donner son expérience. Il a peut-être jamais pensé. Là, il dit, ah ouais, peut-être que ça peut être bien, on va tester ça. Ou alors, ah non, il faudrait faire plus comme ça. Et du coup, tu discutes comme ça pour régler tous les petits erreurs. Parce que quand on regarde dans les matchs de pro, souvent, ça joue sur des petites erreurs. Et c'est ça qu'il faut corriger en général parce que les joueurs pro, la plupart du temps, ont les basiques. Ils savent communiquer, ils savent se positionner avec leur héros, ils sont confortables avec leur héros, ils savent comment jouer, ou voilà, tout simplement. Mais toi qui le connais bien, qui a bossé toute l'année avec lui chez Los Angeles Valiant, tu dirais du coup qu'il a plutôt un management participatif. Il échange beaucoup avec vous, il va attendre vos retours, débattre, proposer des stratégies, dégager des pistes de progrès. Oui, exactement. Il discute avec nous et on travaille tous ensemble, sans exception, de comment counter cette compo, comment on joue la map. Tout ce qu'on fait en tant que joueur, on le fait avec lui aussi et ça marche très bien. Mais en parlant de map, d'ailleurs, le fait que toutes les maps soient disponibles pour la World Cup, c'est pas un peu, je vais pas dire casse-gueule ça, mais c'est beaucoup de taf, quoi. Je crois de souvenir, il y a 15 maps. Et là, 16 avec la nouvelle, mais bon, là, je jouera pas. Quand tu regardes CS, c'est déjà dur pour eux de travailler énormément de maps. Bon, après, CS, c'est beaucoup de technique, mais 15 maps, je trouve ça énorme parce qu'il y a plein de trucs à travailler sur les maps. Il y a plein de strats possibles à faire. Et du coup, le fait que Blizzard nous ouvre les portes à 15 maps, c'est beaucoup plus dur de préparer un cheese parce que il y a trop de maps en fait. Du coup, comme t'es une équipe de Coupe du Monde, t'as pas énormément de temps devant toi. Et du coup, tu peux pas te focus à faire des cheese ou à faire des strats un peu hors du commun. T'es obligé de faire un peu comme tout le monde et t'habituer là-dessus parce que t'as pas beaucoup de temps, tout simplement. Et puis tu peux être embêté en plus parce que tu sais pas quelle map tu vas être amené à choisir aussi. Tu peux pas, par exemple, te forcer à perdre la map de contrôle pour ensuite choisir la map hybride. Après, j'aime bien le loser pick, j'aime bien, mais ouais, il y a tellement de maps que tu sais même pas, dans ton équipe, tu sais même pas si t'es fort sur telle map ou pas parce qu'il y a trop de maps en fait, tout simplement. Par exemple, s'il y avait que 8 maps, tu jouais les 8 maps quasiment tous les jours, que là, avec 15 maps, les 15 maps, tu les fais difficilement une journée et du coup, tu peux pas avoir des stats sans savoir, tiens, on est fort sur cette map, il faut pick cette map. Non, c'est, ouais, bon, je pense qu'on peut gagner sur cette map, allons-y. C'est un peu comme ça avec les 15 maps. Ouais, c'est malheureusement un petit peu moins carré, mais maintenant le fait de savoir comment Damon boss, que tu retrouves aussi 4 anciens teammates de chez Rogue, est-ce que tu penses que ça va vous faire gagner du temps pour aller à l'essentiel avec le 6, pour être efficace dans la préparation malgré le peu de temps que vous avez? En général, ce qui change beaucoup dans une équipe, c'est souvent les deux tanks. Et là, comme c'est deux nouveaux tanks, il n'y a pas vraiment la synergie de Rogue. On commence un peu tout à zéro. C'est souvent les deux tanks qui vont faire un peu le tempo de l'équipe. Par exemple, si Ben Bess recule, l'équipe recule. Si Ben Bess avance, l'équipe avance. C'est souvent comme ça, la synergie, c'est ça. Et puis moi, en tant que... Si par exemple, on fait de la tresseur, il faut que, pareil, je travaille ma synergie avec Ben Bess. Pareil, si je joue Brie, il faut que je travaille avec Ben Bess sur son Ren. Donc la synergie est tout à revoir cette équipe. La transition est parfaite parce que ma question suivante, c'était justement à propos de Poco et Ben Best. C'est les deux petits nouveaux, finalement, de cette équipe. Ouais. Qu'est-ce qu'ils apportent à la Team France? Poco, il est très très fort mécaniquement. Il sait très bien jouer D.Va et Zarya en général. Donc ça nous aide énormément parce que la GOT, la 3-3, il nous faut soit D.Va, soit Zarya. Donc, dans les deux picks, il est good.
Pourquoi je dirais qu'il faut juste travailler son seul point faible qui est la communication, il faut qu'il parle un peu plus. Et sinon, c'est un joueur parfait, il n'y a rien à dire, il serait même meilleur que des gros Coréens niveau off-tank. Ben Best, c'est celui qui a le moins d'expérience parce que c'est un des rares joueurs avec Nico qui n'a pas, et Wins qui n'a pas fait l'Overwatch League. Bon, après, Wins, c'est un peu différent parce que lui, il a fait énormément de tournois sur Overwatch, donc on s'en fout. Mais Ben Best, c'est celui qui a le besoin de plus d'expérience. C'est quelqu'un qui n'a pas joué encore contre les meilleurs du monde. Ça va peut-être lui faire quelque chose de jouer contre la Corée, par exemple. C'est un peu des petits risques comme ça, mais après, je commence à connaître Ben Best de mieux en mieux en jouant avec lui et je pense que je suis confiant. Je sais depuis la DreamHack, quand il a fait la DreamHack, qu'il est très très fort mécaniquement. Il lui faut juste un peu d'expérience et de vision de jeu et niveau communication, il est très bien. Il commence à s'habituer avec nous et très bien. C'est pas compliqué aussi pour le main tank qui aujourd'hui doit être ultra polyvalent. Avant on jouait quasiment que Winston sur toutes les cartes. Maintenant il faut sortir de la Orisa, du Reinhardt, forcément du Winston. Et puis même on l'a vu avec certains main tanks dont Fate, on commence à voir un peu de Hammond. Ouais, ça a toujours été comme ça récemment. Surtout le stage 4, mais peut-être le 3. C'est que maintenant tout se joue. Bon, maintenant, sur la méthode d'aujourd'hui, beaucoup moins d'Orisa, mais maintenant, c'est souvent Monkey Reinhardt. Et maintenant, tu peux peut-être essayer de créer quelque chose autour de Hammond, surtout pour contrer cette 3-3. La Corée l'ont montré contre la Finlande. Il y a peut-être moyen de contrer la compo avec un Hammond. Donc, le Hammond, il faut énormément le jouer parce que c'est un nouveau perso. C'est comme tous les nouveaux persos avec Ana, Doomfist. En général, un bon tank doit savoir jouer au moins Monkey et Reinhardt. Mais maintenant, pour être au-dessus des autres et pour avoir cette chose en plus, il faut savoir jouer Orisa et maintenant, aujourd'hui, Hammond. Et alors Soon, comment on fait pour être prêt pour le jour J? C'est quoi une bonne préparation selon toi? C'est tout le monde motivé, pas de problème, tout le monde écoute, tout le monde se fait confiance et tout le monde fait son jeu. Il faut pas avoir peur. Ça c'est un truc qu'on a appris avec Unco, chez Valiant. Il faut pas avoir peur. En gros, ce qui se passe en général, c'est si t'as peur, tu recules. Si tu recules, les adversaires ont l'espace et c'est beaucoup plus difficile de faire des dégâts par rapport à eux. Comme tu recules, tu vois, t'es dans un petit espace, du coup, c'est beaucoup plus facile pour eux de spam. Et toi, comme ils ont tout l'espace, ils sont un peu éparpillés, c'est beaucoup plus dur de faire des dégâts. Donc je dirais que la chose la plus importante, c'est ne pas avoir peur et jouer son jeu, tout simplement. Avoir confiance, ne pas subir. C'est ça, c'est l'e-sport, c'est dans la tête, hein. Tout est dans le cerveau, donc du coup, si t'es pas confiant, si t'as peur, c'est terminé. Et éviter aussi, on va dire, certains aléas. L'année dernière, on s'en souvient, Rogue avait disband juste avant la Coupe du Monde. Ça avait quand même un peu perturbé votre préparation à ce moment-là. Ouais, moi et Unco, on était quasiment pris chez Valiant, donc ça allait pour nous. Mentalement parlant, ça allait pour nous. Mais pour les autres, comme AKM, Wins, Nox, Nico, c'était plutôt difficile, je pense, pour eux. Parce que, tu disbandes et tu sais qu'après la World Cup, t'as rien en fait et t'es obligé de faire des travaux pour les équipes et si ça passe pas et du coup c'est très dur, tu sais pas ce qui va t'arriver juste après la World Cup. Donc ouais, c'était dur pour eux et ça donne un coup à la motivation et moi je pense qu'ils sont donnés quand même à fond pour la World Cup et quand même ça fait chier quoi. Ouais, c'est pas les meilleures conditions. Alors voilà, on remet les compteurs à zéro cette année, une nouvelle chance. Toi, tu vas faire partie de ceux qui ont le plus d'expérience. T'as joué toute la saison en Overwatch League et puis t'es déjà un ancien, t'as quand même fait pas mal de scènes. Quel va être ton rôle dans l'équipe? Qu'est-ce que tu vas apporter? En général, j'ai rapporté comme pour Unco et Poco et AKM, on va apporter notre expérience à la Overwatch League. On va essayer de donner un maximum d'informations à Wins, Nico, Ben Best, de comment ça marche, par exemple, notamment de la communication. Cette année, pour moi, Unco et je pense Poco, je sais pas trop ce qui s'est passé chez Philadelphia, mais en général, on a appris que la com est très importante et que il va falloir la spam, la com. Il va falloir faire comme les Coréens, il va falloir gueuler et il va falloir tout donner parce que ça donne comme disait Unco, ça donne un boost de motivation et il le faut quoi. Et toi, tu fais partie de ceux qui vont justement hurler pendant la game? Je vais pas hurler, mais en tant que DPS, je vais essayer de communiquer un maximum avec Ben Best sur ce que je fais pour lui. Notamment si je joue Brig au Trésor, c'est très important de communiquer avec lui. Donc dès que je rentre en France,
mon objectif principal, ça va être surtout de mieux connaître Ben Best, d'essayer de jouer avec lui, de discuter avec lui, de s'aider entre nous. Je vais lui donner mes conseils à lui parce que j'ai joué beaucoup avec Fate et Fate est un très bon joueur, mécaniquement parlant et au niveau de comment il joue. Donc je vais donner toutes mes habitudes avec Fate. Je vais lui dire par exemple, il faut que tu me dises la position du Zen si tu veux y aller. Moi je vais faire de même par exemple. Donc ça c'est des petites techniques comme ça et c'est surtout ça qu'il va falloir que je travaille tout simplement. Quand tu dis mieux le connaître, c'est mieux le connaître in-game, mais est-ce que c'est aussi créer des liens hors-game? C'est-à-dire, c'est Poco qui me disait que voilà, il était devenu ami avec ses teammates de Philadelphia Fusion, et c'est aussi un truc qui avait tiré l'équipe vers le haut. Ouais, bien sûr, si tu, déjà oui, connaître in-game c'est très important, mais ouais, aussi hors-game parce que si tu aimes vraiment Ben Best et que tu pars et tu te marres avec lui, la communication est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple de parler avec quelqu'un que tu aimes bien parler plutôt que quelqu'un que tu détestes, forcément. Donc du coup, ouais, c'est très important de tous s'entendre hors-game et d'être des potes, quoi, tout simplement. Alors j'ai discuté avec pas mal de joueurs qui ont participé aux Trials soon, et tous étaient d'accord, tous étaient unanimes, ils ont été bluffés par ton niveau de jeu. Tous disaient que voilà, le plus impressionnant c'était Soon. Bah, au moment des Trials, c'était la méta Widow. Tout simplement, si t'as une meilleure Widow que l'autre équipe, c'est beaucoup plus simple à ton équipe d'avancer. Après, bon, ça dépend, je suis assez inconstant et je pense qu'ils ont dit ça, c'est parce qu'une journée, j'ai juste Arcari et voilà, quoi. Est-ce qu'après une année en Overwatch League, t'as le sentiment d'être un joueur différent? Oui, carrément. Au début de l'Overwatch League, on va dire stage 1, voire stage 2, même si la stage 2 pour nous Valiant c'est mal passé. J'ai pas mal joué. J'étais vraiment bon avec Tracer, je me sentais vraiment fort. On me reprochait souvent de mourir un peu trop. Mais en fait, quand t'es un joueur Overwatch League, soit t'es bien casé, un peu comme une Koshi Dallas, soit t'es bien, t'es tranquille et les stats tu t'en fous. Soit t'es par exemple chez Valiant et ça regarde énormément les stats et ça juge énormément sur les stats et là t'es obligé de jouer pour les stats. Et en gros j'ai découvert que tu joues soit pour les stats soit pour gagner. Je vais te prendre par exemple un exemple. T'es Tracer, le fight commence, Ben Besmer, Poco meurt. Qu'est-ce que tu fais toi? T'es Tracer. Bah normalement tu disengage, sauf si t'as par exemple le spawn advantage et tu peux peut-être aller chercher un support ou quoi, prendre un pic et réussir à t'enfuir derrière. Ouais, par exemple, ouais, t'es en défense, ouais. T'es en défense et tu fais ça, tu disengage. Normalement t'essaies, on va dire, si tu peux Y temporiser. a personne qui meurt en face, y a personne qui meurt, y a 2 pics et t'es en défense. Bah moi je te dis, avec la Tracer, soit voilà, je disengage, j'essaie de, en gros on leur laisse un tick ou deux et on revient contester en 6v6 ou en 5v5 avec un ulti. Bah si t'as pas le spawn advantage, si tu défends un P1 par exemple, ça me semble compliqué d'aller chercher, d'aller prendre le risque en fait d'aller chercher un pick. Après c'est toujours pareil, c'est les plays les plus risqués sont ceux qui te récompensent le plus. Si tu vas chercher un support et puis que tu parviens à survivre derrière, ça peut peut-être faire la différence et permettre de re-engage. Mais à la base, non, si tu perds ta front lane, ça me semble compliqué si t'as pas de ressources pour défendre, quoi. Du coup, moi, la plupart du temps, ce que je faisais, c'est quand le fight était perdu, je contestais le plus longtemps le payload. Je sais pas si tu avais vu sur les matchs, mais tu contestes énormément le payload. Tu essaies de gagner genre 5, 6, 7 secondes. Des secondes assez précieuses qui n'ont rien à perdre parce que quand tu meurs, dès que tu respawns, tu triple dash et t'es déjà avec ton équipe. La deuxième chose, c'est si tu joues pour les stats, bah, tu vas disengage. Si tu veux jouer ultra safe, t'attends ton équipe à l'arrière. Si tu veux jouer un peu à risquer, tu te caches. Tu essaies de te cacher un peu sur la map et tu set up une dive. Et du coup, ça a un peu changé mon playstyle parce que comme Valiant regardait énormément les stats, j'ai dû changer de la façon de vouloir gagner à les stats. Et du coup, je jouais beaucoup plus safe, je jouais beaucoup moins agressif, qui n'était pas mon playstyle. On s'est rendu compte bien trop tard que c'était pas la bonne idée à faire. C'est surtout Damon qui m'a expliqué ça, c'est soit tu joues safe, prends le moins de risques possible et tu fais des dégâts, et t'attends que la situation se débloque, par exemple Agilities qui débloque la situation avec un bon spam, notamment Enzo. C'est par exemple quand je jouais Widow, il me disait de rester par exemple passif avec Widow. Et le fait de rester trop passif en fait, bah déjà de 1 c'était pas vraiment mon playstyle, c'était beaucoup plus dur de m'adapter. Et ensuite bah si la Widow adverse elle est agressive, elle aura toujours des pics et toi t'auras toujours rien en fait. Tu feras que de spam les shields et les tanks. En fait, il y a deux choix en fait. C'est soit tu fais ça, tu la joues safe, soit tu la joues agressive. Tu prends des risques, tu sors tes balls et par exemple t'as Pine en face. Et ben, faut pas avoir peur. Là, au lieu de jouer passif et t'attends qu'il vient à toi, et ben tu peux venir à Pine. Et peut-être que là, si t'as le pic, ton équipe avance. Si tu meurs, tu perds le fight. Mais si tu le tues, t'as de grandes chances de gagner le fight et d'avancer.
Moi, je pars du principe que comme t'es DPS, c'est toi qui dois débloquer la situation. C'est ton rôle de débloquer la situation, de décider d'avoir un pic pour avantager ton équipe, pour les faire avancer. Cette année, avec le Rush League, j'ai beaucoup appris ça. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est surtout la communication. Grâce à Demon, j'ai énormément travaillé ma communication. Parce qu'avant, j'étais beaucoup plus fort mécaniquement parce que je me concentrais énormément sur mon aim, comme disait Nko dans l'interview. Mais maintenant, comme on a vu que la communication était très importante, j'ai un peu régressé mécaniquement parce que je suis beaucoup moins focus sur mon viseur. Et je donne beaucoup plus d'informations à mon équipe, beaucoup d'informations à mon tank de ce que je fais. Tiens, je flanque à gauche, à Joazen à droite. Est-ce que tu peux y aller, Fate? Après, il me disait oui ou non. Et voilà, on se communiquait comme ça en game alors qu'on faisait pas ça avant. J'étais beaucoup plus focus sur mon viseur et j'écoutais uniquement mes teammates. Donc ce sur quoi tu as le plus avancé, le plus progressé, c'est finalement à être un vrai carry, à être décisif dans les moments clés et aussi à améliorer ta communication. C'est ça. Et toi qui as côtoyé le top du top, qui a joué beaucoup de matchs cette saison en Overwatch League, pareil pour AKM, Poco et puis Unco, qu'est-ce que vous avez appris comme exigence du très haut niveau? Je pense que je l'ai dit encore avant, c'est d'être mature, professionnel, ne pas avoir de l'ego, ne pas dire... donner des arguments si vous n'êtes pas d'accord, donc discuter des erreurs, ne pas avoir peur de donner des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait. Peut-être qu'en donnant, par exemple, une erreur, là, tiens, je trouve que ça, c'est pas bon, peut-être que la personne qui a fait cette erreur ne le savait pas. Du coup, j'ai fait une erreur, il va regarder, il va essayer d'analyser. Donc, c'est surtout ça, mature, professionnel, jouer régulièrement, comme j'ai dit au tout début, ne pas faire de burn-out. Et voilà, après, nous, en tant que joueur Rush League, on donnera les petits suppléments qui dépendent un peu des équipes. Par exemple, chez Valiant, j'ai un peu mon habitude de jouer communiquer avec Fate et j'essaierai de donner ça à Benbest et ça va lui donner un gros plus. Et plus tard, si Benbest sera dans une équipe au Rush League sans nous, Benbest pourra donner cette expérience à son joueur Tracer ou sa joueur Brigitte et ainsi de suite. Et ça aide tout le monde, quoi. On vous sent énormément dans le partage, dans l'échange. T'es obligé parce que moi, Nko, Poco et Akem, on est les joueurs qui a le plus d'expérience et il faut transmettre cette expérience si on veut gagner, tout simplement. Il faut partager tous les bénéfices qu'on a eu dans nos équipes respectives et si tu donnes pas, c'est du gâchis en fait, tout simplement. Et alors en termes de niveau, quand tu joues des équipes comme la Corée du Sud, la Chine, le Canada, les États-Unis, la Suède, la Finlande, c'est plus fort ou c'est moins fort qu'en Overwatch League? C'est vraiment très difficile. Ça dépend des équipes au Rush League, bien entendu. Je trouve que la Finlande et la Corée sont des équipes qui sont bien au-dessus de la plupart des équipes au Rush League. Après, la Suède, la Chine, c'est un point d'interrogation pour moi, mais la Suède, Canada et à la limite USA, ils sont un peu dans la même optique que nous, c'est on n'a pas énormément de joueurs français très talentueux, que ce soit mécaniquement ou au niveau expérience. Et du coup, il y a un peu des lacunes derrière. Par exemple, en Corée, ils ont énormément de joueurs, donc ils peuvent bien choisir les bons joueurs. Mais par exemple, nous, le Canada, les US, la Suède, on est très limité en joueurs d'expérience et de talent. Donc, c'est beaucoup plus dur de faire une équipe au niveau de la Corée, par exemple, mécaniquement parlant et expérience, parce que tous les joueurs de Corée ont fait le Rush League. Nous, pas tout le monde. Ah oui, tu parles en termes de vivier, les équipes qui ont un vivier plus important, plus fourni, plus copieux et puis surtout plus qualitatif, c'est ces équipes-là qui seront un ton au-dessus lors de la Coupe du Monde. Bien sûr, plus tu as de joueurs Rush League dans ton équipe, mieux c'est parce que tu auras beaucoup plus d'expérience et tu sais comment jouer avec les autres, quoi. Enfin, c'est le niveau du dessus, quoi, le Rush League. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple de jouer avec des joueurs Rush League que des joueurs Contenders. Parce que les joueurs Contenders, tu dois leur apprendre pas mal de choses qui peuvent être bénéfiques. Et les joueurs Rush League, eux, ils ont pas besoin de se focus sur ça. Si t'es une équipe full joueurs Rush League, tu peux déjà te focus sur les choses beaucoup plus importantes comme travailler les maps, savoir les compos qu'ils font, etc. Ils ont juste à travailler la synergie. Bon, si tout se passe bien pendant les phases de qualification, normalement tu devrais retrouver plusieurs de tes coéquipiers de chez Valiant à la BlizzCon. Tu devrais retrouver Space qui joue pour les États-Unis, Agilities pour le Canada, tu l'as dit, Fate pour la Corée du Sud, peut-être même Custa pour l'Australie. Est-ce que vous avez déjà échangé un peu ensemble? Est-ce que vous en parlez entre vous de cette Coupe du Monde? Là, je suis avec Space pour l'All-Star et j'ai un peu discuté avec lui de ce qu'ils font côté NA. Eux, ils ont de la chance parce qu'en NA, t'as beaucoup plus d'équipes et du coup, c'est un peu tranquille là-dessus. Et j'ai regardé un peu ce que ça jouait ce côté-là, côté NA et
ça a pas changé dans ce que je pensais. Et m'a pas trop surpris, donc ça a pas été ça a pas beaucoup aidé. Ils sont tous ambitieux, ils veulent tous la gagner, l'Overwatch League. La Coupe du Monde, pardon. Ah, je pense que comme tout le monde, oui, il a gagné. Je sais que j'avais Space et Agilities et du coup je les titillais un peu parce qu'ils sont dans le même groupe et du coup c'était marrant. Je fais alors qui va gagner, les États-Unis ou le Canada? Et du coup c'était assez marrant. Mais ouais, les États-Unis et le Canada par exemple, forcément ils veulent gagner et même eux avec Agilities et Space ils ne se partageaient pas les compos parce que ils jouent dans le même groupe, quoi. Ouais, puis ils ont 2 coachs aussi qui vont bosser ensemble chez Dallas Fuel l'année prochaine, entre Aero et puis Jane pour le Canada. Toi, là, rapidement comme ça, si tu devais donner un vainqueur entre États-Unis et Canada, ce serait qui? J'ai pas la mémoire à fond sur le roster, mais je trouve que niveau mécanique, je crois que les USA sont au-dessus. Après, niveau teamplay, je dirais un peu plus le Canada. Mais entre les deux coachs, je pense qu'Aero est bien plus intéressant que Jane. Et je pense que les USA vont le remporter, notamment grâce au plan d'Aero. D'accord, ok. Tu veux dire qu'Aero, il a pas encore livré toutes ses ficelles à Jane, alors ils vont bosser ensemble, qu'il a déjà été recruté depuis plusieurs semaines. Ils échangent aussi pas mal sur son stream ou quoi. Donc toi, tu mets plutôt avantage États-Unis. Alors en foot, Soon, Platini, Zidane, Deschamps, tout le monde dit que l'équipe de France c'est le top du top. Est-ce que c'est pareil sur Overwatch? Non, comme j'ai dit, les joueurs français sont limités. On n'a pas énormément de joueurs à l'Overwatch League. France, ouais. L'équipe de France, la Coupe du Monde, est-ce que c'est c'est le top du top, c'est le rêve de tout joueur, même au-delà de l'Overwatch League? D'accord, ok, my bad. Forcément, quand tu as vécu l'expérience en 2017, je leur dis encore, c'est un truc de ouf. Même si cette année, on se met un peu des points d'interrogation, notamment pour les qualifs à Paris. Je pense que Nico en a déjà parlé à propos de ça sur l'événement. Mais j'imagine que la BlizzCon, ça sera toujours aussi énorme. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs, c'est d'avoir joué contre la Chine et la Corée sur la scène de la BlizzCon. La scène, elle était énorme, il y avait énormément de monde, c'était beau, et puis tu représentes la France. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est exactement comme le foot. En tant que joueur, c'est quelque chose d'incroyable. Et je suis sûr, même si je serais pas joueur et que tu regardes l'équipe de France qui a des chances de gagner, c'est énorme, t'es à fond dedans, je suis sûr. Ah oui, je te rassure, nous on était à fond dedans. On était à oui, fond on a dedans, vu ça, t'inquiète pas. Ouais, il y avait une hype énorme. Cette année d'ailleurs, tu le disais, ça va se passer en France, pas la BlizzCon, mais les phases de qualification au moins, du 21 au 23 septembre. Ça change quoi pour toi? Est-ce que c'est plus de pression ou plus de plaisir de jouer devant le public français? Je vais un peu donner mon expérience là-dessus. C'est que, par exemple, quand on jouait en Chine, c'était difficile parce que t'es pas chez toi, en fait, tout simplement. Donc t'es un peu perdu, t'as un traducteur, tu dois aller suivre, tu sais pas vraiment ce qui se passe, t'as pas vraiment un practice room, t'es pas chez toi pour t'entraîner, par exemple. Que là, en France, on peut se faire un bootcamp parce qu'on est en France, tout le monde parle français, on peut se permettre de préparer un bootcamp. On peut se permettre de scrim chez soi, juste à côté de l'événement. L'événement n'aura pas besoin de traducteur, on saura tout à l'avance comment ça se passe, on sera beaucoup plus à l'aise. Et en plus de ça, forcément, logiquement parlant, il y a le public qui seront pour nous et du coup, ce sera beaucoup plus intéressant et ça nous donnera un bon coup de motivation avec le public français. C'est pareil, j'ai un deuxième exemple, c'était en Corée. Le problème en Corée, c'est qu'au début, on était très fort. Personne n'arrivait à counter cette 3 DPS qu'on faisait à l'époque. Mais le problème, c'est que comme tu vis très longtemps dans un hôtel, c'est dégradant mentalement parlant et le limite, ça montait très vite et t'en avais trop marre parce que t'attendais genre 1 à 2 semaines pour un match. De plus qu'on était dans le groupe de la mort, mais ça c'est le jeu, c'est la compétition, on s'en fout. Et c'est surtout d'attendre 1 ou 2 semaines et dans des conditions assez pas top quoi. Tu vis à 3 dans une chambre d'hôtel. Du coup tu partages une salle de bain pour 3 personnes. T'es en bootcamp, t'as le PC et tu fais du 6 heures de scrim parce que t'as envie de gagner. Mais au bout d'un moment, à force de rester dans l'hôtel, tu pètes un câble quoi. T'as pas vraiment de budget pour manger parce que voilà, à l'époque, avant le Watch League, c'était pas très très professionnalisé. Du coup, tu devais te démerder à manger. Tu mangeais tout le temps pas très sainement. En fait, t'avais pas de cuisine à l'hôtel. C'est plein de petits problèmes qui disaient que comme t'étais pas chez toi, c'est trop dur. T'as trop de trucs à manager et tu peux vite péter un câble. Et du coup, le jouer en France, il y a rien de mieux en fait de niveau mental quoi.
Ouais, puis l'attente est forte. En plus, on le sait, l'attente est forte parce Ah, qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir l'équipe de France jouer à la maison. Maintenant, voilà, la communauté elle va être un peu coupée en deux parce que d'un côté, il va y avoir ceux qui ont leur billet, qui vont pouvoir venir. De l'autre, ceux qui voulaient un billet mais qui n'en ont pas eu. Toi, t'en penses quoi de ce choix de salle, entre guillemets? pareil qu'Unco, je pense qu'ils ont fait une erreur de sous-estimer la communauté française. Ou peut-être, comme disait Unco, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas forcément le budget pour. En 2016 et 2017, t'étais très bien, t'avais des très bonnes salles, t'étais dans des bons hôtels, tu mangeais bien. Non, cette année, on voit que le budget de Blizzard ont bien réduit, notamment pour le Watch League, je pense. Ils font le même event pour les Contenders, donc c'est vraiment quelque chose qui ont bien réduit, quoi. Ils ont moins mis de budget, on va dire, pour la World Cup. Donc je peux comprendre qu'ils ont eu que ça en salle, et je peux comprendre parce que c'est peut-être un pari risqué de prendre une salle plus grande, et peut-être que ça s'attendait pas à leurs attentes. Je leur en veux pas, je suis juste un peu déçu, juste un peu triste que les gens qui voulaient venir voir ne peuvent pas venir voir, et j'essaie de voir avec le joueur et le comité si on pourrait pas faire un event pour ceux qui n'ont pas pu venir. Je sais pas s'il y a un truc de prévu. Moi, j'aimerais bien faire, je sais pas, par exemple, comme j'ai fait l'année d'avant, aller dans un bar et rencontrer les abonnés, faire un maximum de trucs pour ceux qui n'ont pas pu avoir la chance de venir voir. Et ça, j'y travaille et ça prend du temps, quoi. Tes parents, tes amis, ils vont venir te voir ou eux non plus n'ont pas eu de place? Alors, par chance, j'ai réussi à choper des billets pour mon père et mes deux frères et ma copine. Et après, moi j'ai été le chanceux où j'ai pu avoir les billets à temps. C'était juste avant de prendre le vol pour aller en France, pour mes 3 semaines de vacances. J'étais là, j'attendais, et là, je vois l'annonce, pof, il y a des places dispo pour la World Cup. Du coup, j'ai appelé ma mère, j'ai fait vite, 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 prenez les tickets vite, rapidement. Et ils l'ont eu, et genre 5 minutes après, t'es assez chanceuse sur ce coup-là. Ah, t'as pas la poisse d'Unco, Ah non, non, pas du tout. entre autres par rapport aux places. Mais je me souviens dans notre première interview, quand je t'avais demandé un peu, pas les bonnes résolutions ou quoi, mais ce que t'aimerais pour cette année 2018, t'as dit surtout ne pas avoir la poisse d'Unco. Donc bon, bah ça va, tu t'en sors bien. Je l'ai pas pour l'instant. Je verrai en 2019. Touche du bois, touche du bois. Mais bon bah écoute, non bah c'est super si tes parents, si tes amis, ta copine, tout ça vont pouvoir venir te voir, parce que bon, il y aura évidemment la BlizzCon, enfin la qualification pour la BlizzCon, les phases de groupe, mais il y aura aussi les contenders. Je crois que ce sera dès le vendredi soir. Nico GDH va préparer les deux compétitions, une avec l'équipe de France et puis l'autre avec Eagle Gaming. T'as pas peur que ça fasse un peu trop pour lui, ou au contraire tu sens que bah, ça le booste à 2000%? Bon, Nico, ça a toujours été un tryharder. Je me fais pas de soucis pour lui, ce sera ses choix. Je sais que Damon en a parlé avec lui en disant oh, tu vas avoir du boulot et tout. On a la chance d'avoir 3 DPS. Moi, personnellement parlant, je pense que je lui laisserai le choix de faire ce qu'il veut. Je laisserai le choix de dire j'ai envie de scrim avec l'équipe de France, j'ai envie de faire 50-50, j'ai pas du tout envie de faire des scrims avec l'équipe de France, j'ai plus envie de me concentrer avec l'équipe Contenders et me focus après pour la BlizzCon. Je pense que c'est un choix qui revient à Nico sur ce fait, parce qu'on a la chance d'avoir on a 3 DPS, du coup il a ce choix disponible en fait. Après j'en ai jamais parlé avec lui, mais je pense qu'il choisira et tout ce qui le motive et de ce qu'il pense, quoi. Bon, puis après, ça se jouera théoriquement sur le même patch. Des fois, il y avait toujours un décalage Contenders et Overwatch League. Là, a priori, ça sera sur le même patch. Donc peut-être que le travail aussi qu'il va faire avec Eagle pourra potentiellement servir pour l'équipe de France. Même si, bah, on imagine, c'est pas les mêmes automatismes, c'est pas les mêmes partenaires, tout ça. Donc ça peut être compliqué. On va dire que voilà, on parlait de préparation idéale tout à l'heure. C'est un beau scénario, je trouve, d'avoir Eagle Gaming en finale des Contenders. Ça, c'est un rêve, et d'avoir en plus l'équipe de France qui va jouer les qualifs derrière. Mais en termes de prépa, c'est pas simple. Alors jouer à la maison, tu le disais tout à l'heure, il y en a quand même qui manquent un petit peu d'expérience. Enfin, on pense à Ben Best, même s'il a déjà fait quelques scènes. Mais ça peut avoir deux effets. Soit ça te porte, soit ça te donne de l'énergie, soit ça bloque. Je pense pas que ça a bloqué, parce que je pense que les personnes comme Enco, moi, Damon, on va essayer de le rendre le plus confortable possible. Par exemple, s'il se rate un match, pas grave, hein. C'est ça que je pense que Damon et les autres personnes vont essayer de lui expliquer, c'est que ça arrive de mal jouer.
Ça arrive de faire des mauvaises games et il faut jamais se taper là-dessus. C'est quelque chose qu'on essaie d'apprendre à Nico. Ça arrive de faire des mauvaises games, tout ça. On n'est pas des joueurs qui vont cracher dans le dos. Tiens, lui il est nul, il a fait une mauvaise game. On est plus des gens à dire ça arrive et c'est tout quoi. Simplement, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, c'est quelque chose de très important à dire et ça donne beaucoup. Tu perds beaucoup en mental si tu te tapes dessus, que t'as mal joué et que tu commences à stresser parce que t'as peur de te faire kick, de te faire mal juger, de pas te faire prendre la Hoche League parce que t'as raté ce match, etc. quoi. Et alors, ce premier tour pour l'équipe de France, tu le qualifierais de facile ou de piégeux ? C'est compliqué parce j'ai pas scrim, je sais pas ce que font l'Allemagne, l'Italie, etc. Je sais que l'Angleterre est très fort. Ils ont beaucoup de joueurs anglais, je crois qu'ils sont quasiment tous dans la même équipe, si je dis pas de bêtises. Donc au niveau de synergie et mécanique, ils sont plutôt pas mauvais. Il va faire très attention à eux et je pense que si on est préparé, toutes les autres équipes, ça devrait passer facilement. L'équipe que tu crains le plus, l'équipe qui peut vous battre, on le rappelle, dans le groupe, il y aura donc la Grande-Bretagne, l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et la Pologne. Tu ne vois comme rival que la Grande-Bretagne. Voilà, je vois que les UK. Ouais. Et ne pas gagner tous vos matchs et ne pas terminer premier de votre poule, ce serait un échec ou l'important c'est de se qualifier ? On est les grands favoris, on a des joueurs Watch League par rapport à l'UK. Ce serait un échec. Théoriquement parlant, ce serait un échec parce que on devrait être au-dessus normalement. Maintenant, avec le temps de préparation qu'on a par rapport à eux, eux sont beaucoup mieux préparés. La méta est beaucoup sur de la préparation parce que c'est beaucoup de tank, c'est beaucoup du team play. Je dirais que si jamais on finit pas premier, on passe quand même. Ça sera beaucoup plus dur pour la BlizzCon, mais moi je vois surtout c'est la BlizzCon. Après c'est un échec si on finit pas premier, mais pas non plus un drame tant qu'on finit deuxième. Quoi. L'important donc c'est plus la qualification, mais quand même nous on compte sur forcément. vous pour tout gagner aussi devant oui, le public. Le but c'est de tout gagner, de montrer qu'on reste des favoris, mais voilà, j'ai juste peur en fait, c'est la préparation qu'on a quoi. D'accord, ouais, c'est le seul bémol qui te retient, mais tu l'as dit, c'est tellement important en même temps et ça pourrait faire tellement la différence. Alors, les phases de qualification ont commencé. Le week-end dernier, c'était à Incheon, en Corée du Sud. Est-ce que tu as pu regarder un petit peu ? T'en as pensé quoi ? J'ai regardé vite fait les matchs que je voulais voir, mais j'étais beaucoup occupé parce que j'étais en vacances et c'était pas les bonnes horaires non plus. J'ai regardé la Corée contre la Finlande. C'était le match le plus intéressant à regarder. J'ai vu qu'il y avait peut-être des moyens de contrer la 3-3. C'est pour ça qu'on s'est focus là-dessus. J'ai vu, comme je le pensais, une Corée plus fébrile, malgré qu'ils ont les meilleurs joueurs du monde. Ça renforce ce qu'on dit, moi, Nico, etc. C'est que le team play est tellement important que t'as beau avoir les meilleurs joueurs, ça ne ferait pas tout. Il faut cette confiance, il faut ce team play. Et ça montre à quel point que l'Angleterre, c'est une équipe qui est déjà très bien préparée. Il va falloir être mieux préparé qu'eux et mécaniquement parlant, on sera meilleur après sur ce point. Voilà, j'ai vu une Coupe du Monde où la Corée n'est pas forcément sûre à 100% d'y être en finale, quoi. Pas sûr que la Corée gagne. Ah carrément, ouais, c'est ce que ça t'inspire, quoi, c'est de voir la Corée trembler. Alors après, c'était quand même sur le premier jour, c'était son premier match, on imagine aussi peut-être un peu de pression face au public, des joueurs finlandais décomplexés, dans un style aussi particulier, parce que moi j'avais fait un retour sur la chaîne justement de ce match, en disant que le style finlandais très tanky, des compos 3-3, des compos 4 tanks, Moira Lucio aussi, c'est pas forcément quelque chose dont les joueurs coréens sont habitués en Overwatch League. Si, il y avait des équipes qui faisaient de la 3-3, je pense même que New York avait commencé à faire ça il y a un moment. Mais non, il n'y a aucune excuse pour eux, premier jour ou pas. Je connais Fate, il est chez Valiant, donc je sais ce qui s'est passé. Ils ont eu du temps de practice, ils sont chez eux, ils sont posés. Alors que la Finlande, c'est pas ça. La Finlande, ils ont dû aller dans les hôtels, ils ont dû voyager. Du coup, ils ont été un peu jet-lagués. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, des petits détails comme ça qui font que eux, ils sont en désavantage par rapport à la Corée. Non, je pense qu'ils ont été fébriles et même si je trouve que Carpe les a vraiment sauvé la vie avec les tirs décisifs avec Widow, si Carpe était pas là, je pense que sans rire, je pense sérieusement, je pense que la Finlande aurait gagné s'il y avait pas Carpe, quoi. Ouais, c'est vrai que Carpe, il a été monumental du début à la fin. C'est fou de le voir il déjà était vraiment à ce niveau-là. Hein. Ouais, il a fait des kills tellement importants. Mais donc selon toi, la Corée du Sud, qui est, on le rappelle, double championne du monde en titre,
elle a plus cette marge de sécurité qu'elle avait avant. Ça s'est réduit. Tant que la méta, ça reste du 3-3 et qu'il n'y a pas trop de counter, parce que j'ai vu que leur counter de Amon Dumfries, Farah, c'était limite quand même, c'était un peu galère. Mais tant que c'est cette méta-là, ça a toujours été un problème chez New York aussi, cette méta. Tant que la méta tank est là, ça va être beaucoup plus dur pour eux. Et sincèrement, enfin, selon toi, combien d'équipes ont cette année les moyens de battre la Corée du Sud ? Je vais dire les noms. Hein. La Finlande, les USA, le Canada, nous et la Chine. Je vois 5 personnes potentiellement, 5 équipes qui peuvent battre la Corée. Tu sens la Corée moins forte que les années précédentes ? Oh oui, ça se voit. Enfin, c'est pas qu'ils sont moins fortes. La Corée ont encore un niveau dessus. Ils sont encore meilleurs qu'avant. Mais c'est juste la méta et le team play qui fait que ils sont. Enfin, la méta favorise le team play et comme c'est les coupes du monde, tout le monde part du même niveau et du coup ils ont beaucoup plus de mal, quoi. Est-ce que tu penses pas aussi qu'ils ont une pression supplémentaire dans le sens où il y a quand même 5 joueurs de New York Excelsior, que New York Excelsior alors a réussi sa saison régulière mais elle a raté ses playoffs, hein. Le but de New York c'était de remporter la première saison de l'Overwatch League, elle a été construite pour ça. Là, ils ont l'occasion de se rattraper, remporter la Coupe du Monde. On le sent quand les moments, quand c'est tendu, bah voilà, ils claquent des genoux et tu les as dit, ils sont fébriles aujourd'hui. C'est quelque chose dont on n'avait pas forcément l'habitude du côté de la Corée du Sud. Depuis l'Overwatch League, les équipes coréennes ont toujours été favorites et pareil pour les World Cups, ils ont toujours été favoris. Et je pense que oui, il y a une pression d'être favorite, t'as peur de décevoir. Mais je pense qu'ils sont habitués, je pense qu'ils ont l'expérience pour contrer ça et voilà, c'est tout. Ouais, mais regarde, c'est des joueurs qui, historiquement parlant, aussi ont un peu, je vais pas dire l'habitude de choke, mais ça leur est arrivé. En Stage 1, ils se font remonter par London Spitfire. Ils perdent contre Philadelphia Fusion, ils n'arrivent pas à s'adapter. Si tu remontes aux Apex aussi, il y a pas mal de joueurs qui, dans les matchs décisifs, répondaient pas présents quand c'était... je me souviens plus du nom... LW Red, LW Blue, exactement, ouais. Tu vois, enfin, ils ont un passif, quoi, tous ces joueurs. Et ils sont humains, tout simplement. Ils sont humains. C'est juste qu'ils sont meilleurs que les autres pays. Parce que de un, c'est culturel là-bas. En France, l'e-sport, c'est pas connu comme en Corée, par exemple. Et du coup, comme c'est culturel, ils ont beaucoup plus de joueurs qu'en France. Si on regarde les joueurs coréens et les joueurs en France, il doit y avoir 3 ou 4 fois plus de joueurs coréens que des joueurs français. Du coup, plus t'as de joueurs coréens, plus t'as des bons joueurs qui sortent du lot. C'est comme ça, en fait. C'est pas parce qu'ils sont coréens que c'est des aliens et qu'ils sont faits pour jouer aux jeux vidéo. C'est juste qu'ils ont beaucoup plus de joueurs et du coup, ils ont plus de joueurs bons que dans d'autres pays. Sauf Carpe. Carpe, il a quand même un petit côté inhumain, non ? Carpe, c'est le mec qui s'investit le plus sur Overwatch. C'est un mec à je sais pas combien de Smurfs et qui joue tous les jours en NA. Je me souviens qu'il avait gagné en demi-finale, je crois. Ou il a gagné en quart ou demi, je sais plus. Et genre 2 heures après, il joue en compétitif. Le mec, il s'arrête pas. Ils ont joué contre Boston, ils ont fait 2-1. Il a fait les 2 matchs. Il a fait une journée où il avait fait les 2 matchs d'un coup. Et c'est après ces 2 matchs, tu le vois en compétitif. C'est un mec qui aime jouer au jeu. J'ai l'impression qu'il aime jouer au jeu et c'est un des joueurs qui a une plus grosse motivation. Il a vraiment envie d'être le meilleur joueur et c'est pour ça qu'il est très fort. Est-ce que selon toi, ça va être le nouveau Flower, le carry entre guillemets de cette équipe coréenne cette année ? Les gens, ils cherchent toujours le meilleur joueur de chaque jeu et je pense que oui, ça va être lui le meilleur joueur du jeu parce que tu favorises plus les DPS que des tanks et supports et du coup Johanna qui sera un peu plus à l'ombre par rapport à lui parce que c'est plus intéressant de regarder un DPS qu'un support et je pense que comme la méta c'était plus comme avant, par exemple avant tout le monde protégeait Johanna et Johanna qui défonçait tout le monde et que de l'autre côté chez Philadelphia tout le monde protégeait Carpe et Carpe tuait tout le monde. C'était New York qui était plus fort parce que c'était beaucoup plus simple de protéger un Zen qu'une Widow à l'époque. À l'époque c'était que de la dive, c'était du Tracer. Mais maintenant que ça a changé, maintenant que Widow c'est fort, maintenant tu vas plus protéger Widow qu'un Zen par exemple. Et du coup, c'est plus Carpe qui sera à la lumière du jour et ouais, ça sera lui qui sera considéré comme le meilleur joueur du monde tout simplement. Alors en parlant des Coréens, toi le fait d'avoir joué beaucoup contre les Coréens et aussi avec des Coréens cette année en Overwatch League, est-ce que ça t'a permis de les désacraliser ? Tu disais tout à l'heure, il faut pas avoir peur, faut pas avoir de complexe face à cette équipe.
Ouais, comme j'ai dit, c'est pas des aliens, tu peux avoir un joueur coréen en Overwatch League, un joueur western, pour moi, il aura le même niveau, tout simplement. Au niveau d'expérience, vision de jeu. Après, ça dépend de certains joueurs, mais en général, c'est ça. Et je trouve que si t'es dans un pays comme la Corée, c'est même mieux de faire une équipe, par exemple, full française. Si t'avais énormément de joueurs français à l'Overwatch League, ça serait mieux de faire une équipe full FR parce que tu seras un peu avantagé sur la communication. Même si je trouve la communication en anglais est beaucoup plus courte qu'en français. Par exemple, Monkey top left, ça va vite. Alors qu'en français, tu dis Monkey en haut à gauche. C'est beaucoup plus long. Je pense qu'on fait ça aussi. Moi, je me gêne pas à faire ça aussi. C'est pendant les scrims de l'équipe de France que je réfléchis pas à mes communications. Moi, je préfère dire la communication moitié FR, moitié anglais. Par exemple, je vais dire Monkey top left, Ben Best, t'es prêt à dive. Là, tu vois, tu mélanges des mots français et anglais. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Ouais, t'es sur de la communication efficace. Alors, on a pas mal parlé de la Corée, là. Mais quelle va être la force ou les forces de notre équipe de France cette année? Je dirais les mécaniques, parce que, bon, après, tout le monde a des gros joueurs mécaniques, mais je trouve qu'on a des très bons joueurs mécaniquement parlant. Mais notre force, je pense, ça va être notre honnêteté entre nous et notre team play, je pense. On va tous bien s'entendre, on va tous travailler ensemble, tous se dire nos erreurs ensemble, et je pense que ça va être la force de l'équipe de France, c'est d'être bien préparé mentalement et niveau team play. Est-ce que la hype aussi, le public, derrière l'engouement qu'il y a autour de cette équipe de France, c'est aussi une force pour vous? Bon, ça a toujours été une force depuis les World Cup 2016. Hein. Il y a énormément de gens qui suivent l'équipe de France et ça reste toujours un moyen de motivation. Tu as un objectif à faire en tant que joueur de l'équipe de France. En fait, ton objectif, c'est de pas décevoir les fans et comme ils sont derrière toi, tu as envie de leur faire plaisir et d'aller le plus loin possible, tout simplement. Alors l'année dernière à la BlizzCon, tu nous disais c'est toujours les DPS qui sont récompensés, mais l'an dernier c'est XQC qui avait été élu MVP. T'en avais pensé quoi toi, sincèrement? Bon, c'est un troll, c'est un forcen, le mec. C'est quelqu'un qui fait beaucoup rire la communauté parce il fait un personnage un peu bête, il fait un peu tout à l'extrême et du coup, comme les gens ça les fait rire, ben, ils le mettent MVP. Voilà, c'est un espèce de phénomène en fait qui se passe. Quand c'est le public qui choisit, ça sera jamais la personne le plus méritant, ça sera toujours la personne le plus connue, on va dire, qui est hors du commun, on va dire. Par exemple, pour le Overwatch League MVP, moi j'aurais pas mis par exemple Jonak, j'aurais mis quelqu'un d'autre parce que Jonak, ouais, il est fort, mais pourquoi il est fort? Parce qu'il a Arc derrière lui qui le heal comme un malade. Il y a les tanks qui le protègent, il y a Meiko qui le full matrice. Donc il va forcément carry Jonak parce qu'il a cette pression en moins de il faut que je fasse gaffe à ma vie parce que toute son équipe le protège. C'est pareil avec Carpe. Moi par exemple, tu vois, si je dirais MVP, ce serait plus une diva parce que c'est les persos les plus importants dans la méta. Et ben Fury pour moi ça aurait été lui le MVP par exemple parce que c'est le rôle le plus important dans la méta et c'est lui qui a le mieux joué et qui a son équipe vers le haut. Ah, il a été titanesque en finale notamment. Il était au four et au moulin, il était partout. C'était incroyable. Il n'y avait pas un mec de London qui mourait, ou presque. Donc, non, Ouais, il a fait un boulot. La diva, c'est très très important. Surtout tout l'Overwatch League, c'était un des rôles les plus importants pour chaque équipe. Et ouais, c'était ceux qui avaient les meilleurs divas en général, qui avaient ce petit plus de battre certaines équipes à niveau Hugo. Pourtant, c'est Meiko qui a été choisi en équipe de Corée du Sud. Alors là, tu disais, tu aurais donné le MVP de la saison Overwatch League plutôt à Fury. Et à la Coupe du Monde l'an dernier, tu l'aurais donné à qui du coup? Bon, l'an dernier, j'ai plus trop souvenir. J'ai pas vu quelqu'un qui était au-dessus. Je vois pas qui. Il y avait Flower et SBB en Corée. Je pense c'était Corée parce qu'ils ont gagné. Donc je pense que ça serait sûrement le MVP serait sûrement un Coréen. C'était Zumba, la diva coréenne. Ouais, Zumba, je trouve pas exceptionnel. Je trouve Meiko et Fury bien au-dessus de Zumba. Je sais que les gens disent que Zumba est très fort, mais personnellement, j'ai jamais été convaincu de la force de Zumba. Je trouve que c'était juste un joueur très pro et qui faisait son taf bien comme il faut, mais il n'était pas au-dessus mécaniquement, je trouve. Bon, sur la Zarya, il était pas dégueu quand même. Il était surtout connu pour sa Zarya. Il a eu plus de difficultés quand il est passé diva. J'ai plus trop souvenir, mais moi je trouve Zarya c'est assez simple à jouer, je trouve. Faut pas beaucoup de temps de jeu par rapport à un personnage DPS comme Genji ou Pharah ou Tracer. On va revenir rapidement sur l'Overwatch League. On va toujours rester dans la section MVP. Quel est le MVP français de l'Overwatch League cette saison? Bah, je dirais Poco.
parce que c'est lui qui a été le plus loin et je pense qu'il a été très constant durant ses apparitions. Malgré qu'il s'est fait bench par Hotba et avec Sado, parce que Hotba et Sado ils travaillent ensemble, et lui il était avec Fraggy. Donc ouais, je dirais Poco. Poco, MVP français de la première saison de l'Overwatch League, c'est le vote de Soon, et c'est là-dessus que se termine la première partie de cette interview. Alors maintenant, c'est à vous de vous exprimer dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes fan de Soon, si vous êtes supporter aussi des Los Angeles Valiant. Sur quel héros Soon est-il le plus fort selon vous, Fatal ou Tracer ? Dites-moi aussi si vous voyez la France terminer première du groupe de qualification qui aura lieu à Paris du 21 au 23 septembre. Quelles sont selon vous les équipes capables de battre la Corée du Sud cette année ? Et puis quels éléments feront la différence ? Est-ce que ce sera la préparation, le team play, la nouvelle méta, une stratégie innovante ? La France a-t-elle réellement sa chance ? Exprimez-vous dans les commentaires. N'oubliez pas d'argumenter. La deuxième partie de l'interview de Soon, ce sera pour un peu plus tard. Je vous tiens au courant de toute façon sur mon compte Twitter. Une deuxième partie où Soon revient sur sa première saison en Overwatch League avec Los Angeles Valiant et puis aussi sur ses projets, son avenir et ses envies. Et puis avant, vous aurez peut-être le droit à un petit rêve bleu avec Lutti, le détonnant Lutti, Lutti Luke, l'homme qui parle plus vite que sa bouche. Alors see you soon, Zaroid over.